C'est un exercice pas évident, bien sûr. Moi, quand je me pose cette question, au fond, quel bilan peut-on tirer de notre université d'été cette année? J'en reviens toujours à la question de base. Est-ce que nous avons bien progressé collectivement dans la connaissance du problème qui était à l'ordre du jour cette année, la mobilité électrique? Est-ce qu'on a appris suffisamment de choses? Est-ce que toutes les zones d'ombre se sont levées? Est-ce que tout est satisfaisant dans ce qu'on a entendu? Donc, est-ce qu'on a bien progressé déjà? Moi, je dirais honnêtement, très honnêtement, 3 fois oui à cette question. On a appris beaucoup de choses, on a compris beaucoup de choses. Donc, je pense que là, le bilan est très positif. Prenons pour premier exemple, on a beaucoup parlé de véhicules électriques et de batteries. On a commencé par les batteries surtout. Je ne sais pas quelle idée vous aviez, vous, au départ, de ce qu'était une batterie, chaque élément constitutif de la batterie quand vous êtes arrivé ici. Vous savez que dans les véhicules électriques, c'est plutôt dans le bas de caisse que sous le capot. Mais on ne savait pas à quoi ça ressemblait. Grâce à la visite, nos amis sont plus là. J'aurais voulu vraiment les remercier, Didier Bloch et Fabien Perdu, parce que la visite a été déjà très intéressante à ce point de vue-là. C'est qu'on a vu les choses. On a vu qu'une batterie, c'était un grand nombre de constituants individuels qui étaient plus des cylindres que des plaquettes, comme on pouvait peut-être en avoir l'idée en tête. Et on a compris toute l'importance des constituants, de la façon de les travailler, de les préparer. Moi, personnellement, je n'avais jamais imaginé cet enroulement aussi fin d'un support avec 2 couches d'électrodes. Et vraiment, c'est intéressant. Et là, on a compris tout l'apport de la recherche, et là, c'est vraiment de la recherche appliquée, pour arriver à minimiser les quantités à mettre en jeu, fiabiliser les processus de fabrication, etc. Vraiment, ça a été, je crois, une visite passionnante qui nous a fait mieux comprendre l'objet technique, on l'a vu, et mieux comprendre tous les facteurs qui avaient été à l'origine des progrès faits pour améliorer la densité énergétique, la qualité des batteries, etc., etc. On a compris qu'il y avait finalement une très grande sensibilité de bon nombre de paramètres dans la fabrication de ces batteries. Alors, tout de suite, un questionnement a quand même subsisté. Moi-même, je l'ai eu, et en discutant, j'ai vu qu'il était partagé, c'est que on a visité le laboratoire qui était consacré aux batteries lithium-ion. Donc, on a vu tout ce qui était fait encore à cet état de la recherche pour améliorer les performances de ces batteries. Mais ni pendant la visite, ni après, pendant un certain nombre de conférences qui revenaient sur le sujet des batteries, on a vraiment eu l'idée, au moins auprès des personnes qu'on a côtoyées, l'idée de ce qui se faisait pour travailler sur la rupture technologique, c'est-à-dire la batterie d'une autre conception. On sait que d'autres grands acteurs travaillent sur d'autres types de batteries avec d'autres choix. On n'en a pas eu d'idée précise. Bon, c'est un peu de frustration au passage, mais on pouvait probablement pas voir toutes les filières sur lesquelles en ce moment il y a des recherches. Ensuite, au travers des discussions pendant la visite, pendant la conférence de Jean-Pierre Houette et lors d'un certain nombre d'interventions après, on a compris beaucoup de choses sur les différentes voies possibles
de développement de la mobilité électrique, parlons déjà de celle-là, déjà pour le véhicule individuel. Je ne sais pas ce que vous aviez en tête avant de venir ici, mais peut-être qu'en moyenne, les questions tournaient autour de est-ce que le véhicule totalement électrique va se développer? Est-ce qu'on va faire tomber la barrière psychologique de l'autonomie? Où en est-on? Que peut-on viser? Est-ce que le VHR va se développer? Finalement, est-ce qu'ils sont en compétition, etc., etc. Et là, force est de constater que on a bien compris une chose, c'est que derrière ces développements de véhicules, il y a le développement des batteries. Et le développement des batteries, il nous a bien été expliqué quand même que, vu la croissance qu'on souhaite, et nous à Sauvons Climat, on souhaite qu'elle soit particulièrement forte, évidemment, on va atteindre assez vite un certain nombre de difficultés. La difficulté de la ressource disponible, celle du cobalt en particulier, a été frappante pour un certain nombre d'entre nous. Se dire par exemple que si on électrifie 1 milliard de véhicules sur Terre, on consomme quasiment toute la quantité de cobalt disponible dans les réserves aujourd'hui identifiées. Bon, ça interroge quand même, parce qu'on se dit, mais si toute l'industrie, si toute la planète se met à miser sur cette solution-là, on va déboucher sur quoi? Bon, 1 milliard, ça se fera pas, 1 milliard de véhicules, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais quand même. Donc, cette notion de limite par les ressources nous est apparue très forte. Et il est vrai que la démonstration de Didier Bloch sur le thème attention, si on ne recourt qu'à des véhicules 100% électriques et si on cherche à augmenter l'autonomie à tout crin parce que les usagers le demandent, là on va réellement dans un mur. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment que les développeurs, les constructeurs automobiles, mais aussi les décideurs politiques, aient bien ça en tête et qu'ils ne poussent pas au développement de n'importe quoi, sinon on va arriver à quelque chose d'ingérable. Donc, on a compris que l'hybride rechargeable risquait fort d'avoir un bel avenir. C'est vrai qu'intuitivement, c'est une solution séduisante. Et là, on a eu cette démonstration intéressante de M. Viau. Est-ce que l'hybride, alors, ça peut être 2 véhicules, un tout élec et un thermique transitoirement pour les gens qui ont encore assez d'argent pour ça, mais ça peut être le véhicule pur, hybride rechargeable, comme il commence à en sortir, mais regardez bien les catalogues et tout ça, il n'y a pas énormément d'offres encore sur le marché, on sent que ce n'est pas encore un produit très très développé, ou est-ce que ça peut être un 100% électrique avec une batterie relativement modeste, celle de la Zoé d'aujourd'hui, et avec un extenseur, on dit comme ça, d'autonomie. Hein, donc voilà, c'était intéressant cette réflexion parce qu'on a vu que il y avait énormément d'intelligence et d'innovation dans ce secteur, c'était tout à fait possible. Et quand on a vu la démonstration de l'EP Tender, on a bien vu que la question de l'utilisation, la facilité d'utilisation de ce genre de véhicules, entre guillemets, ou complément de véhicules, c'était très important. Donc, on a là, je pense, bien progressé dans la compréhension de ce que pourraient être les différentes
voie possible de développement de la mobilité électrique, encore une fois en termes de véhicules pour les particuliers. Donc très intéressant, et ça fait même réfléchir ceux d'entre nous qui se disent « Tiens, j'ai un véhicule que j'aurai à remplacer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Finalement, quelle va être la bonne solution ?» On a eu à ce moment-là de l'université d'été un échange avec Enedis, donc les gens qui s'occupent du réseau et de l'impact de la mobilité électrique sur le réseau, et puis un des énergéticiens, et on sait qu'ils sont nombreux à vouloir aller sur le marché, parce que c'est un marché, et finalement le représentant d'EDF nous a dit très simplement, bah oui, nous ça nous intéresse parce que c'est un marché supplémentaire, c'est des ventes, donc évidemment c'est du produit à placer, c'est du chiffre d'affaires. Bon. En termes d'impact sur le réseau de distribution, j'avoue que je suis resté un peu sur ma faim. Notre représentant d'Enedis est parti, donc on peut le dire peut-être assez simplement. Il est resté, je pense, trop général. Il n'a peut-être pas pris assez de cas particuliers pour nous expliquer les quelques problématiques locales auxquelles il pouvait être confronté. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'il nous a donné un ordre de grandeur du coût moyen de l'adaptation du réseau pour le développement de X milliers ou millions de véhicules ou le coût moyen d'installation d'un point de recharge. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Du côté des gestionnaires de réseau, et là, il n'y a pas que le représentant d'Enedis qui nous l'a dit, ça a été dit à plusieurs reprises, le développement massif du véhicule électrique ne pourra être réussi qu'à la condition du développement de solutions de recharge intelligentes. C'est-à-dire, il n'y a pas que la borne et son implantation et sa facilité d'utilisation, il y a tout ce qu'il va y avoir pour inciter finalement l'utilisateur, l'usager, l'utilisateur, le propriétaire d'un véhicule électrique à organiser ses recharges au bon moment au pluriel. Pour moi, vu les chiffres qui ont été donnés, je me doutais bien que le problème il était plus en puissance qu'en énergie, et ça nous a été confirmé. Mais c'est vrai qu'en faisant quelques calculs de tête, ou pour reprendre les calculs et les projections qui nous ont été faites, on se rend bien compte qu'on est confronté à un problème d'appel de puissance si on n'incite pas à étaler les recharges dans le temps. C'est un mur, ça sera ingérable pour un gestionnaire du système électrique de laisser tous les utilisateurs brancher les véhicules quand ils le veulent, et c'est vrai, je le confesse, moi en tant qu'utilisateur de Zoé, je rebranche la voiture quand je me dis tiens, je rentre là le soir et je pense que demain ou après-demain j'ai un parcours où je suis un peu bas, clac, et je rebranche à l'heure où je rentre chez moi. Donc, et c'est l'heure qui est proche de la pointe. Donc ce raisonnement, il va falloir que les gestionnaires du système, les gestionnaires de recharge, etc., traitent ce problème, sinon ça sera la catastrophe. Alors, il y a eu plusieurs interventions sur le thème de oui, mais en plus, un des intérêts du véhicule électrique, c'est vraiment de pouvoir apporter au système un service sous forme de stockage ou de restitution de stockage pour arriver à avoir une gestion de ce qu'on appelle la courbe de charge qui soit mieux optimisée, qui soit plus intelligente. J'avoue que je me demandais avant cette université d'été si ça avait vraiment du sens. Alors, je me posais la question déjà du modèle économique.
est-ce qu'il y a un vrai modèle économique à la fois pour l'opérateur électrique et pour l'usager qui soit gagnant-gagnant, quoi. Est-ce que les deux peuvent gagner et à quelle hauteur? Bon, on n'a pas eu de chiffres précis et c'est probablement impossible à faire aujourd'hui parce que les projections sont trop entachées d'incertitudes sans doute, mais j'ai pas encore vraiment réponse à cette question sous l'angle économique, c'est-à-dire par exemple moi en tant qu'usager qu'est-ce que je peux espérer d'offrir le service de ma voiture pour secourir le réseau, ça se monte à quoi, ça me permettrait de gagner quoi sur mon investissement initial, etc., etc., autant de questions. On sent bien, et ça le représentant d'EDF l'a dit clairement, on sent bien qu'il y a une rente importante derrière, parce que pour les gestionnaires du système électrique, être obligé d'investir pour pouvoir passer toutes les pointes dans toutes les conditions sans faire appel à cette intelligence, à cet effacement ou à ce soutien par les batteries, c'est des investissements qui peuvent vite devenir colossaux. Donc on sent qu'il y a réellement, comme le terme a été utilisé, une rente. Éviter ces investissements colossaux constitue, c'est vrai, une rente importante. Alors après, il faut que le partage de la rente soit équitable. Donc ça a été dit, on n'a pas de chiffres et le gars d'EDF l'a reconnu, ils n'ont pas une vision suffisamment précise aujourd'hui de ce qui sera possible de faire parce que quel sera le développement, dans quelles conditions, etc. C'est probablement pour trop tôt pour le dire. Mais c'est quand même un point important. En tout cas, les chiffres qui nous ont été donnés, moi personnellement, je ne sais pas vous, mais m'ont convaincu qu'il y avait réellement